Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de Catalogne et de cette dernière étape du Tour de Catalogne. On reviendra sur les tops, les flops, on reviendra également sur l'étape numéro 6, sur ce qui s'est passé sur cette étape numéro 6. Et je donnerai mon avis sur les atermoiements qu'on a eu encore lors de cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures que les vidéos sont mises en ligne, parce que plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Allez, on commence tout de suite avec cette journée. On va revenir en fait surtout sur l'étape de la veille, l'étape de samedi, l'étape numéro 6. Que s'est-il passé sur cette étape numéro 6? Une étape qui au départ devait faire 160 km, qui devait être l'étape reine de ce Tour de Catalogne et qui s'est transformée en une étape de 23 km, presque toute plate, avec une seule arrivée en bosse et des gros problèmes quand même sur les prises de décision encore du côté de cette journée. À cause du vent, on était déjà passé de 160 km à, on avait diminué le kilométrage de l'étape. Au départ, c'était 160, puis 110. Puis après, il y a eu ce système avec deux boucles de 60 km. Et puis, en fait, à chaque fois, ça a changé. Et puis, il y a eu ce départ où on est parti pour faire deux boucles. La première boucle devait être une boucle de départ fictif. Puis la deuxième boucle, c'était si on pouvait courir, on faisait la deuxième boucle. Ce qui s'est avéré qu'on n'a fait au final qu'une seule boucle et qu'à la moitié de cette boucle, eh bien les coureurs ont dit soit on fait une étape de 20 bornes, soit on arrête. Enfin, ça, c'est selon l'organisateur. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une étape de 25 minutes et qu'on a franchement touché le ridicule. Et je le dis depuis 2 ans, mais le ridicule ne tue pas, mais depuis 2 ans, il amoche quand même sérieusement le cyclisme. Alors là, pour moi, c'est une défaite collective à la fois des coureurs et à la fois de l'organisateur dans un cas comme dans l'autre, et de l'UCI aussi dans ce genre de situation. Pourquoi du côté de l'UCI? Parce qu'on n'a toujours pas de protocole vent. On n'a toujours pas de protocole vent du côté de l'UCI. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place un protocole qui dit, en cas de fort vent, c'est-à-dire au-delà de 60 km/h, de 70 km/h, okay, on décide qu'on est sur des conditions où il y a énormément de vent, où il y a beaucoup de vent, qui ne sont pas des conditions que l'on retrouve tout le temps dans l'année, mais on dit, ok d'accord, dans ce genre de conditions-là, pas de longue descente. Ça pourrait être ça, le protocole. C'est-à-dire qu'on dit, bon, voilà, les descentes, ça peut être dangereux dans ces conditions-là. Les montées, pour moi, c'était pas dangereux. Bon, voilà, à part s'il y a des branches qui tombent sur la route, hein, mais là, pour les coureurs, c'était pas dangereux dans les montées d'avoir du fort vent. Par contre, les descentes, oui, c'est dangereux. Donc, on dit un protocole vent. C'est-à-dire qu'à partir de tant de km/h, tant qu'il y a plus de tant de pourcentage en descente, on doit neutraliser l'étape. On doit neutraliser les descentes, donc voilà, les descentes sont toutes neutralisées. Ça aurait pu être ça. Donc déjà, il y a un problème du côté de l'UCI, parce qu'autant il y a un protocole qui dit qu'on peut modifier une étape, et encore c'est assez flou quand il fait froid, il n'y a pas de protocole vent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a du fort vent, c'est les organisateurs qui doivent gérer tout seuls. Il n'y a pas de règlement fait par l'UCI. Il y a encore le problème également dans ce genre de situation des votes des coureurs. Parce que pourquoi on a eu des atermoiements? Aujourd'hui, vous avez 3 coureurs, 4 coureurs qui gueulent, ok, en gros, on est obligé d'arrêter. Ce qui serait bien dans ce genre de cas, c'est qu'on ait un vote. Qu'on ait un vote, c'est-à-dire qu'en début d'étape, on dise, on a 3 solutions. Là, par exemple, on avait 3 solutions. La première solution, on ne prend pas le départ. Solution A. Solution B, on prend le départ, on fait 2 boucles. Voilà, on fait 2 boucles et une arrivée au sommet. Solution B. Solution C, on fait qu'une boucle et on arrive au milieu de la ville. 3 propositions sur la table, vous votez. La proposition qui reçoit le plus de voix gagne. Voilà, c'est tout con. Ensuite, il n'y a plus de discussion possible. Là, pourquoi on a des discussions possibles? Parce que, en gros, vous avez 4 coureurs, 5 coureurs qui sont les plus importants presque du peloton qui gueulent. En plus, comme on n'a pas de voix unique,
Le syndicat, tous les coureurs font partie du syndicat, donc est-ce qu'on peut appeler ça véritablement un syndicat des coureurs? Il n'y a pas en plus d'opposition. Tu sais, on aurait 3 ou 4 syndicats différents, bon, il y aurait des oppositions possibles, des discussions possibles. Là, il y a un seul syndicat aujourd'hui du côté du cyclisme. Au moins, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais proposé 3 situations, on vote de manière anonyme, on regarde la solution qui gagne, et ensuite plus personne discute. Je veux plus entendre une discussion. Sauf que là, on a discuté pendant 40 bornes. Il y a eu des discussions, et que ça discute, et que ça discute, et que ça discute. Donc on se retrouve dans cette situation-là parce qu'on n'a toujours pas de système de vote. Le vote devrait être obligatoire. Quand on veut modifier un parcours, quand on veut, voilà, on devrait être dans l'obligation de proposer un vote. Mais ça, c'était si on avait un vrai protocole vent, un vrai protocole mauvais temps, et que tout était extrêmement bien établi. Ensuite, on a eu un problème avec l'organisateur qui n'a pas su prendre de décision. Un organisateur, je le dis souvent, faut écouter les coureurs, mais il y a un moment, c'est toi le chef. Ok, il faut écouter, à droite à gauche, mais à un moment, il faut prendre des décisions. L'organisateur n'a pas voulu prendre de décision. Voilà. Peut-être par peur de ce qui s'est passé à Bessèges, de peur qu'on est sur une course en Espagne et qu'on a eu notamment le Tour du Pays Basque l'an dernier, mais il y a un moment, il faut prendre des décisions. Là, l'organisateur aurait dû dire, bon, on fait pas de vote, ok, moi j'aurais préféré qu'il y ait un vote, mais on dit, voilà, on va courir de cette manière-là, on va faire une boucle en départ fictif, et ensuite on fait une boucle à pleine vitesse. Voilà. Et tu ne changes plus d'avis. Là, on a changé d'avis 4, 5, 6, 7 fois. Fait qu'à la fin, les journalistes ne savaient même plus ce qu'on aurait comme étape, hein, en gros. Ils ne savaient plus. Là, il y a un moment, il faut être en capacité, c'est toi le chef, c'est toi le patron. Ok, quand tu es organisateur de course, c'est toi le patron. Bon, mais à un moment, il faut être en position d'être le patron. Ce qui n'a jamais été le cas sur cette étape-là. Je suis désolé, mais on a changé 4 fois de parcours. Voilà, les prises de décision ont pris un temps fou. Bon, voilà, il y a un moment, l'organisateur, si à chaque fois qu'il y a un coureur qui vient le voir, il change d'avis, bon, faut qu'il change de métier. C'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité d'être le chef. Quand on veut être le patron, au bout d'un moment, il faut prendre des choix. Il faut savoir faire des choix forts. On écoute, ok, ce qu'on nous dit, à droite, à gauche, à un moment, il faut prendre une décision. Là, la décision, on ne l'a jamais prise. Donc à la fin, on s'est retrouvé avec cette situation-là ridicule, parce qu'on n'a jamais pris de décision. Parce qu'on voulait faire copain-copain avec les coureurs, mais à un moment, il faut faire des choix. Bon. On n'a jamais voulu faire de choix, c'est ce qui fait qu'on arrive dans cette situation-là. Moi, il va falloir quand même m'expliquer quelques... Alors, on a fait une arrivée, je trouve qu'on a touché au ridicule parce que 20 km de course, c'est absolument ridicule. C'est pas du cyclisme sur route qu'on a vu. On a vu une épreuve de scratch en cyclisme sur piste. On n'a pas vu du cyclisme sur route sur cette journée de samedi. C'est ridicule, c'est se foutre de la gueule du public derrière son écran. C'est se foutre de la gueule également des gens sur le bord de la route, voilà, qui n'ont pas les informations en temps et en heure. Alors oui, l'organisateur a été content, le sponsor aussi de la course, parce que l'organisateur, s'il avait fait sauter une étape, tous les contrats étaient caducs. Les contrats de sponsoring, c'est sur 7 jours de course. Les contrats de télévision, c'est sur 7 jours de course. À partir du moment où il y a un jour en moins, le contrat n'est plus respecté. Donc, on peut renégocier les contrats. Mais c'est la seule chose positive d'avoir fait l'étape. En gros, ça a été ridicule, on a eu une journée qui ressemblait à rien, on aurait mieux fait de ne pas se lever. Voilà. Moi j'ai perdu mon temps, je peux vous le dire, samedi j'ai perdu mon temps. J'ai regardé du rugby féminin, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder France-Écosse en rugby féminin, mais j'ai perdu mon temps. Voilà. En fin de journée, j'ai eu l'impression d'avoir perdu du temps. J'aime pas trop perdre du temps, parce que j'aurais pu faire autre chose. Samedi, en gros, que d'attendre que des coureurs partent. J'aurais pu faire vraiment autre chose. Et là, ça a été complètement ridicule. Voilà, ce qu'on a vu. Je trouve également que c'était dangereux. Parce qu'on nous dit qu'il y a du danger avec le vent. Alors, on a eu de la chance, c'est qu'il n'y avait plus de vent au moment où les coureurs sont partis. Mais ça aurait pu être extrêmement dangereux. À la vitesse où on est allé dans les 23 derniers kilomètres, c'est-à-dire à plus de 60 à l'heure, autant vous dire qu'à fond, comme ça, eh bien, on aurait pu avoir des gros soucis en cas de vent latéral, parce que il y avait quand même pas mal de virages, la route n'était pas hyper large. En plus, là où on était, c'était pas l'endroit le plus sécure au monde.
eh bien, avec du vent de côté, ça aurait pu être très dangereux dans certains passages de virage et on aurait pu avoir des gros accidents. Le fait de faire un parcours de 23 km, on sait très bien que tout le monde veut remonter à droite à gauche, tout le monde est frais, personne n'est fatigué. Heureusement, on n'a pas eu de catastrophe, mais ça aurait pu être extrêmement dangereux de faire cela. Et puis, moi, il va falloir quand même m'expliquer du côté de l'organisateur comment on voulait faire 60 km de course, en gros, ou plus de 60 km de course, ou 80 km de course, quand on est parti déjà à 15 h de l'après-midi, ou 14 h, je ne sais plus, à l'heure où on est parti. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même m'expliquer comment on pouvait faire au niveau de les télévisions. Ça veut dire qu'on aurait dû faire 60 km en gros, en partant à 16 h. C'est-à-dire qu'il y avait encore 1 h 30 de course. Au moins 1 h 30 de course, 60 km. Voilà. Moi, il va falloir m'expliquer comment on faisait en partant à 16 h passées. Et avec le protocole que donnait l'organisateur, c'est-à-dire de faire une boucle neutralisée et une boucle à 100%, il reste donc encore 25 km. Ça veut dire que la boucle neutralisée, enfin la boucle à fond, on l'aurait démarré à quelle heure? 16 h 20? 16 h 40. Enfin voilà, il y a un moment, il faut être juste raisonnable. La course, elle aurait fini à 18 h. Je me demande comment on aurait fait au niveau organisation, au niveau fermeture des routes notamment. À partir du moment où à 15 h 15, on n'avait pas lancé la course, c'était impossible à 16 h qu'on fasse plus de 30-40 km. Donc à un moment, il faut que l'organisateur aussi y réfléchisse 2 secondes à ce qu'il dit. Parce que j'ai lu son interview sur Direct Vélo, elle est lunaire aussi, interview à certains moments, parce qu'il dit oui, on devait faire 60 km. En fait, il accuse les coureurs, sauf que c'est lui qui a jamais eu un moment le courage de décider de se dire ok, les coureurs veulent arrêter sur la ligne de départ, bah ils arrêtent, moi je suis une épreuve World Tour. En gros, ils perdront des points UCI, mais il y a un moment, il faut être en capacité de faire des choix forts. Il faut être en capacité d'être sévère. Surtout quand tu as une épreuve comme le Tour de Catalogne, c'est pas l'étoile de Bessèges. C'est-à-dire qu'en termes d'importance, le Tour de Catalogne peut se permettre d'être dur dans ses décisions. Parce que tu es un organisateur d'une course importante. Ok. Donc il y a un moment, il aurait fallu faire un choix fort, un choix dur. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit des coureurs négocier comme ça. Hein. Tour du Rwanda, dernière étape. Tiens, on négocie. Tour de Catalogne. Tiens, on négocie. Là, je suis pas en accord. Je suis pas en accord parce qu'à un moment, l'organisateur doit proposer quelque chose. L'organisateur n'a jamais proposé. Donc c'est pas au coureur de proposer un parcours, c'est à l'organisateur de dire on va faire ce parcours-là, vous votez, on vous donne 3 options. Voilà, sur la table, et on aurait évité ces atermoiements pendant des centaines de kilomètres, enfin pas des centaines de kilomètres, mais pendant 2 heures, 2-3 heures, où on a eu des atermoiements, et moi ça m'a énervé. Très clairement, j'ai passé une mauvaise journée samedi à cause de ça. Non, mais c'est vrai que j'ai eu vraiment l'impression de perdre mon temps. Et ça m'a véritablement énervé le fait qu'on voit ce spectacle absolument ridicule du côté du Tour de Catalogne. Donc j'espère qu'on réglera la situation. Et qu'on aura enfin un protocole vent et enfin des votes et qu'on connaîtra enfin les résultats des votes quand il y a des votes entre les coureurs. Parce que là, je pense qu'il y a encore des coureurs qui ne savaient pas ce qui se passait, hein. Très clairement. Donc voilà, ça m'a énervé terriblement du côté de cette étape numéro 6. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top pour cette étape numéro 7. Attaque de Marlou! Du côté du Tour de Catalogne, et donc des coureurs au top de cette étape de dimanche, désormais, Primož Roglič. Ah oui. Moi qui reproche... Roglič, on sait qu'il est capable de faire des numéros, qu'il est capable de partir de loin. Quand il était sur le Tour de France avec la Lotto Enel à l'époque. Vous vous souvenez de cette étape où il part à l'attaque dans l'étape du vendredi du Tour de France. Le lendemain, il y a le contre-la-montre. Bon, il se fait bousiller sur le contre-la-montre. Mais sur cette étape-là, où il décide d'attaquer, de faire le spectacle, on sait qu'il est capable de faire le spectacle, Roglič, quand il veut. Le problème, c'est qu'il a des qualités de sprint en montagne tellement fortes qu'il n'a pas besoin, en gros, de faire le spectacle. C'est ça qui est dommageable, mais voilà, et qu'il fait le service minimum des fois, Roglič. Mais on sait qu'il est capable de partir de loin, qu'il est capable de faire des numéros, Roglič. Il l'a montré aujourd'hui, déjà sur le premier sprint intermédiaire, parce que je pense que c'est là où Ayuso perd la course, c'est sur cette défaite au premier sprint intermédiaire, et puis ensuite
sur ce parcours de Montjuïc, où il part à 20 bornes de l'arrivée, 20-25 bornes de l'arrivée, où il a résisté pendant 3 tours au retour du peloton, parce qu'il y a un moment où ça revenait extrêmement fort sur lui, lors du dernier passage à Montjuïc. Vraiment, il n'avait pas beaucoup d'avance, Roglic, et il a montré que voilà, il est capable de faire le spectacle. Ça serait bien qu'il le fasse un peu plus souvent. Et puis il a montré aussi à tout le monde que ça reste Primož Roglic. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'enterrer. Certes, il a 35 ans, certes, il est plus tout jeune, mais ça reste Primož Roglic. Donc ça reste un mec qui peut encore démontrer de bonnes choses, qui peut encore faire des résultats. Il a gagné la Vuelta l'an dernier, encore. Pourtant, en partant à un moment avec 4 minutes de retard sur Ben O'Connor. Donc il est toujours en capacité de gagner, Roglic. Et là, je trouve que sur ce Tour de Catalogne, il a été solide quand même. Hein. Il a été très solide. Il n'a jamais paniqué. C'est qu'on disait souvent de Roglic quand même qu'il avait tendance à perdre ses moyens parfois dans des dernières journées de course. On se souvient de Paris-Nice notamment, mais il y avait eu le Dauphiné aussi, et qu'il avait tendance à parfois un peu paniquer sous la pression. Là, dimanche, il avait la pression, Primož Roglic. Il avait la pression, parce que s'il avait été battu par Juan Ayuso, voilà, ça aurait pas été excellent pour lui. Il avait la pression, et pour la première fois, je crois qu'il a réussi à jouer avec la pression, qu'il a réussi à s'en sortir avec la pression. Dans toute la journée, je ne l'ai jamais vu paniquer, je ne l'ai jamais vu être en difficulté mentalement. Et ça, je trouve que c'est fort. Parce que très souvent, les derniers jours de course, c'était compliqué pour Roglic. Même quand il gagne, parfois il serrait les fesses un peu, le Slovène. Là, il a réussi à s'en sortir. Et on voit qu'il a gagné en maturité énormément sur les dernières années, que ces moments-là difficiles à gérer, il a réussi à s'en sortir. Je pense que aussi sa victoire sur le Giro il y a 1 an et demi maintenant, plus d'1 an et demi, il y a 2 ans presque, sa victoire sur le Giro, quand il gagne sur le dernier contre-la-montre face à Geraint Thomas, où malgré le fait qu'il déraille, il arrive à faire un contre-la-montre vraiment de qualité. Je pense que ça l'a beaucoup aidé sur ce Giro-là, à jamais paniquer. Et je pense que ce Tour de Catalogne, il a montré que Roglic, c'est plus le Roglic de la Lotto Enel, c'est plus le Roglic qui paniquait sur les derniers jours de course, c'est plus ce Roglic là. Alors il est peut-être moins fort en montagne, ça c'est clair et net. Bon, après il a 35 ans, donc c'est normal que le niveau régresse, et puis c'est surtout que les Vingegaard et autres progressent, mais il est toujours là, Roglic, et il ne faut pas l'oublier. Deuxième coureur top, Lorenz de Plus. Il avait déjà été bon sur le Tour de l'Algarve, où il avait été efficace, notamment sur cette première arrivée au sommet, sur l'étape 2, où il avait été bon. Lorenz de Plus, c'est un coureur qu'on sous-estime aujourd'hui, le coureur belge, parce que pas forcément le plus gros pédigré, parce qu'arrivé à maturité et en étant fort physiquement peut-être un peu plus tard que d'autres, c'est vrai que c'est un mec qui a pris son temps, mais il y en a dans le cyclisme qui ont besoin d'un peu plus de temps pour gagner en maturité, pour apprendre à mieux se connaître. Voilà, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel. Et puis des fois, regardez Arnaud Delis, des fois on se dit que certains sont peut-être arrivés au top un peu trop tôt. Mais du côté de Lorenz de Plus, je trouve que ça fait depuis 2 ans vraiment où il est très fort, notamment sur ses courses d'une semaine, où il arrive à être efficace. Et j'aimerais que du côté d'Ineos, on l'utilise beaucoup plus en tant que leader, ou au moins en tant que co-leader, parce que je trouve que c'est un coureur qu'on n'utilise pas suffisamment aujourd'hui du côté de ce coureur belge, alors que c'est un coureur qui est très intéressant et qui pourrait vraiment aider beaucoup plus l'équipe Ineos à marquer des points si on l'utilisait beaucoup plus en tant que leader ou en tant que co-leader ou en tant que lieutenant numéro 1. Je me souviens notamment d'une année de son Tour des Alpes qui avait été vraiment très très bon. Il y a 2 ans, je crois, son Tour des Alpes, c'est l'année, je crois, où il y a Duke Carty qui est bon. Et là, il a encore été efficace, et je trouve que sur ses courses d'une semaine, il sait être performant, Lorenz de Plus, et j'aimerais le voir beaucoup plus dans ce rôle-là, d'équipier de luxe
sur des courses par étape de 3 semaines et d'avoir ce rôle parfois de leader sur des courses d'une semaine quand vous n'avez pas forcément Thymen Arensman ou Carlos Rodriguez au départ. Donc là on voit il arrive quand même à finir devant Egan Bernal, donc on voit que c'est pas n'importe quel coureur. Et puis je termine avec un dernier coureur belge, avec Sylvain Moniquet. Ça fait du bien, cette 5e place de Sylvain Moniquet, ça fait du bien déjà avec Cofidis, ça permet de marquer des points. Ça n'a pas été un mauvais week-end pour la Cofidis, puisque sur la route Orangelle, il y a également eu Brian Cocard qui a été efficace. Mais ça fait du bien de voir Sylvain Moniquet aux avant-postes sur ce Tour de Catalogne, de le voir performant. C'est vrai que ça fait plaisir, parce que je pense que c'est un coureur qui a changé d'équipe, qui n'a pas eu une période facile. Il a dû reprendre très tard en mars. Il y a eu vraiment une intersaison qui n'a pas été évidente du tout pour Sylvain Moniquet. Il quitte la Lotto. Je ne sais pas si c'était son choix ou si c'est le fait que Destiny soit parti, où il y avait moins d'argent du côté de la Lotto. Et il rejoint la Cofidis. C'est pas toujours évident de rejoindre la Cofidis parce que faut se faire au management de Cédric Vasseur, mais il faut se faire aussi à un vélo qui est différent. C'est avec le vélo look qu'on a vu certains coureurs ne se sont jamais habitués à ce vélo look. C'est pas toujours évident. Et là, c'est vrai que du côté de Sylvain Moniquet, avoir un résultat au bout d'une dizaine de jours de course, c'est plutôt intéressant. Surtout que là, il y avait une belle opposition, qu'il n'y avait pas forcément une grosse équipe Cofidis sur cette semaine de compète. Donc voilà, je suis plutôt content de le voir à la 5e place, et puis j'espère que ça va le lancer pour le reste de la saison et qu'il arrivera à faire des bonnes choses du côté dans l'équipe française. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des flops sur ce Tour de Catalogne, cette dernière étape, Juan Ayuso et la UAE. Ouais, ils ont... Pour moi, la UAE s'est complètement ratée sur le premier sprint et ça leur coûte très cher ensuite. Parce que Ayuso se rate sur le premier sprint intermédiaire. Roglic gagne devant Nico Denz et c'est un gros raté à ce moment-là. Parce que Roglic, qui pourtant avait un petit peu de temps de retard, se retrouve à avoir de l'avance au général à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ensuite UAE roule pendant 35 bornes. C'est-à-dire entre les deux sprints intermédiaires, c'est UAE qui a la planche. Jusqu'à l'entrée dans Barcelone. C'est-à-dire que cette énergie-là, où ils ont quand même roulé à une bonne cadence, parce que fallait pas qu'il y ait une attaque qui se forme, sinon ils ne pouvaient pas reprendre des secondes de bonification. À ce moment-là, la Bora ne roule pas, n'impose aucun rythme. La Bora a ensuite pu faire un énorme tempo dans Montjuïc, ce que n'a pas pu faire UAE, parce qu'en fait Ayuso, quand ça attaque à Montjuïc, il est déjà presque tout seul. Parce que son équipe a dû énormément rouler auparavant. Donc là, déjà, il y a un échec. Ensuite, de toute manière, même avec une équipe complète, j'ai l'impression qu'il était un peu moins bien sur cette étape, qu'il était moins efficace que ce qu'on avait vu en début de semaine. Peut-être un petit peu de fatigue du côté de Juan Ayuso. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore ses capacités de récupération, parce que sur Tirreno Adriatico, ça s'est quand même joué... sur une ou deux étapes, donc c'est vrai que l'enchaînement des efforts a peut-être été plus compliqué à gérer pour Juan Ayuso. Et puis après c'est sûr que la fin de journée a été compliquée pour le coureur espagnol qui n'était pas dans un grand jour. Après, moi, ce que je trouve dommageable avec Ayuso, je vous ai toujours dit, j'aime bien le coureur parce que je trouve qu'il y a une ressemblance avec Contador. C'est vrai que j'aimais bien Contador. Voilà, à une époque. J'aimais bien la manière de courir de Contador, qui je trouvais était différente des coureurs précédents. Bon, ensuite il a été pris pour dopage, Contador. Mais c'est vrai que Ayuso, pour moi il y a un problème d'attitude. On en avait déjà parlé sur d'autres courses. J'ai toujours eu du mal avec l'attitude de Juan Ayuso. J'ai l'impression que c'est le calife qui va être à la place du calife. Je vous l'ai toujours dit souvent. Et comme dans Is No Good, ça veut dire qu'il veut être leader, mais trop vite. Il veut défoncer les portes. C'est-à-dire qu'au lieu d'y aller étape par étape, lui, il veut y aller 3 marches par 3 marches. Ça marche pas comme ça dans le cyclisme.
Même, on peut parler d'un Remco Evenepoel, mais un Remco Evenepoel qui, au départ, voulait défoncer tout le monde, a compris qu'il fallait que ça demande un petit peu de temps. Et c'est peut-être le problème qu'a Ayuso, qu'a aussi Arnaud Delis. C'est de vouloir tout fracasser d'entrée et de vouloir sauter les étapes. Faut pas sauter les étapes dans le cyclisme. Et je trouve que Ayuso, à des moments, il veut sauter les étapes, il veut être calife à la place du calife. Et il a un manque de recul sur lui-même. Je pense qu'il se croit meilleur qu'il ne l'est dans la réalité. C'est un bon coureur, aujourd'hui, Juan Ayuso, mais c'est pas un mec qui peut encore battre Pogačar. Et lui, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il se dit « je peux déjà battre Pogačar ». Son analyse de la course, de cette dernière étape, est quand même grandiose. Quand il dit oui, les Red Bull m'ont un peu tassé à un moment, bon, donc ce qui fait que j'ai pas pu suivre Roglic. Ouais, mais t'as pas pu suivre Roglic, t'as pas pu suivre non plus Lorenz de Plus. C'est-à-dire, il y a plein de coureurs que t'as pas pu suivre hier, et c'était pas que à cause de la Red Bull Bora. Certes, Pellizzari a fait encore un bon boulot, mais en gros, il y a un moment, t'étais distancé. Hein. Il y a plus d'un coureur qui t'a lâché sur cette dernière étape. C'est pas que la faute des Red Bull Bora. En gros, t'avais pas les jambes. Sauf qu'il l'a pas assumé, ça, de dire qu'il avait pas les jambes, qu'il n'était pas peut-être au top de sa condition physique. Et Juan Ayuso, il y a toujours ce problème d'attitude. Et je dis souvent, mais pour être leader, il faut être un meneur d'hommes. Aujourd'hui, Ayuso n'est pas un meneur d'hommes. C'est plutôt un mec qui se met les hommes contre lui, les hommes à dos, mais il faut être un meneur d'hommes. Faut que les équipiers se défoncent pour toi. Pour que les équipiers se défoncent pour toi, faut que tu montres l'exemple. Je suis désolé, Pogačar il montre l'exemple, Pinot il montre l'exemple, Romain Bardet montrait l'exemple, Tom Dumoulin aussi, par exemple. Il y a un moment, faut faire le job, déjà en termes de résultats, et puis il y a un moment, faut assumer quand on est moins bien. Là aujourd'hui, Ayuso n'a pas assumé. Et je trouve ça dommageable et c'est un coureur qui doit encore énormément, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Sauf qu'il veut pas apprendre. Lui, en fait, c'est le mec qui croit tout savoir, alors qu'il sait pas tout, qu'il lui en manque encore, mais qui croit qu'il connaît tout. Il connaît tout. Voilà. Sauf que non, il connaît pas tout. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans le monde du cyclisme qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne connaît pas, Juan Ayuso. Et ça serait bien d'avoir être un peu humble, ce que j'avais dit déjà, mais être un peu humble par rapport au monde du cyclisme. Et je trouve que c'est vraiment un problème aujourd'hui d'approche du côté de Juan Ayuso. Et j'ai pas changé mon avis. C'est vrai que j'ai vu certains mecs changer d'avis, c'est-à-dire que c'était le champion du monde en puissance à Tirreno et puis c'était une sombre merde ensuite. Je pense toujours que c'est un bon coureur, mais je pense toujours que son attitude aujourd'hui va à un moment poser un vrai problème dans son évolution et dans sa progression. Il va falloir vraiment qu'il travaille là-dessus. C'était déjà un peu ce que je pensais lors du Tour de France l'an dernier. C'est un peu le sale gosse, quoi, aujourd'hui, Ayuso. Et voilà, être un sale gosse, ça suffit pas. Enfin, ça marche pas pour être leader dans une équipe de cyclisme. Donc, il va falloir progresser, il va falloir s'améliorer. Et pour ça, il va falloir aussi améliorer sa manière d'être, je pense. Et Arnaud Delis, c'est un peu pareil. Parce que quand tu regardes bien Arnaud Delis, il a aussi une manière de penser qui est très particulière. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez proche entre les deux. C'est-à-dire qu'Arnaud Delis, quand tu l'entends parler, tu as l'impression que c'est déjà le patron du peloton. Alors que tu es patron du peloton, pourquoi ? Parce que tu as 25 victoires en carrière, ce qui doit être, je sais plus, il est à 27 ou 28 Delis. Ah, mais tu n'as gagné aucune des grosses. Oh non, t'es pas le patron du peloton. Le patron du peloton, c'est Pedersen, c'est Van Der Poel, c'est Pogačar, c'est Van Aert. Toi, t'es pas à ce niveau-là, Arnaud. T'es en dessous. Donc, il faut savoir rester à sa place. Tu sais, c'est comme les mecs qui veulent qu'on parle du dopage. Moi, la vérité, c'est que j'en sais rien du dopage. Parce que je connais pas les valeurs des coureurs en watts, parce que j'ai pas les analyses de sang des coureurs, parce que je ne sais pas quel produit traîne dans le peloton, parce que j'ai plein d'inconnus. Donc je reste à ma place de mec qui ne sait pas. Et je vais pas lancer des attaques à droite à gauche. Bon, il y a des moments, il faut savoir rester à sa place et il faut savoir où on en est également. Et je pense qu'Ayuso, il croit qu'il est déjà champion du monde en puissance, alors que non.
t'es un bon coureur, mais entre bon coureur et être excellent coureur pour aller chercher un grand tour et ne pas commettre la moindre erreur, là il y a un monde d'écart. Pour l'instant, ce monde-là, il ne l'a pas encore franchi et ça passe par l'attitude. Et je pense que là, il va y avoir un gros travail du côté de Juan Ayuso. Deuxième flop, Corbin Strong. C'est un vrai... Enfin, je vais revenir, c'est un peu une ritournelle, Corbin Strong, avec Aramburu, par exemple, c'est deux coureurs que j'attaque souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qui peut me dire quelle course actuellement Corbin Strong peut gagner? Voilà. C'est là le gros problème avec Corbin Strong. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait 7 ou 8. Ouais, mais il bat pas au sprint d'Orient Godon, il bat pas Sylvain Moiniquet, il bat pas des mecs comme ça. Ça veut dire que le parcours était peut-être un peu trop dur pour lui. Oui, mais quand c'est plus plat, il bat pas non plus les vrais sprinteurs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les sprinteurs, ils passaient pas. Il n'y avait pas Ethan Vernon, il n'y avait pas ces coureurs-là. Sauf que quand il y a Ethan Vernon, il peut pas le battre. Il est même maintenant poisson pilote d'Ethan Vernon. C'est-à-dire que Corbin Strong, c'est quand même un vrai problème, ce coureur actuellement. C'est que quand tu regardes bien, il y a très peu de courses qui correspondent à ses qualités où il n'y a pas plus fort que lui. Actuellement, Corbin Strong, s'il est face à Dorian Godon, en gros, il bat pas Dorian Godon, il bat pas les purs sprinters, et même des coureurs comme Dorian Godon qui sont pas des purs sprinters, ou même un Andrea Vendrame, il le bat pas vraiment, Andrea Vendrame. Un Tibor Del Grosso, un Van Der Poel, il bat pas ces coureurs-là. Donc, un Michael Matthews, il le bat pas au sprint. Il y a très peu de courses qui peuvent convenir à ses qualités sur l'année. Et c'est aussi pour ça qu'il est dans une équipe de deuxième division, mais l'an prochain, il sera en World Tour. Hein, s'il reste avec Israël, je ne sais pas où il en est avec son contrat. Je vois difficilement comment, avec le calendrier qu'il a actuellement, Corbin Strong, comment il pourrait augmenter son nombre de victoires. Aujourd'hui, pour moi, c'est un coureur d'équipe de deuxième division. C'est un coureur à la Romain Feuillu. Alors, Romain Feuillu, c'était pas le meilleur des sprinters. Bon, voilà. Corbin Strong, c'est pas le meilleur des coureurs comme ça avec une pointe de vitesse. Je trouve qu'aujourd'hui, s'il reste dans une équipe aussi importante que celle qui est la sienne actuellement, je vois pas comment il pourra obtenir des résultats et améliorer sa carrière. Alors après, il y a une question qui peut se poser du côté de Strong. Est-ce qu'il n'aurait pas plus intérêt à être seulement équipier? Ça à être dans un train de sprinter. Dit Corbin, quand on voit le travail qu'il a effectué pour Ethan Vernon, je me dis, bon, c'est peut-être là où il est le plus intéressant. C'est aujourd'hui plus dans un rôle de poisson pilote, plus dans un rôle d'équipier pour un train, qu'être véritablement sprinter numéro 1. Parce qu'on voit très régulièrement les limites de Corbin Strong. Aujourd'hui, sur un sprint de grand tour, faire top 10, c'est déjà compliqué pour lui. Quel est l'intérêt? Donc il faudrait peut-être mieux qu'il soit équipier, Corbin Strong, aujourd'hui, que véritable leader. Mais là, on le voit quand on l'utilise en leader, c'est trop léger pour un coureur comme Corbin Strong. Et puis je termine avec Henrik Mas. Quand tu vois les jambes qu'il a, Mas, il a l'air d'être en grande condition physique. Le fait qu'il soit aussi peu offensif, ça me sidère, quoi. C'est vraiment le mec qui ne fait que suivre. C'est vraiment Kelderman. C'est-à-dire que c'est vraiment Kelderman, le mec qui n'attaque jamais, quoi. C'est vrai que heureusement qu'il n'y a pas que des Henrik Mas dans le cyclisme, parce que sinon on se ferait quand même vraiment chier. Heureusement qu'il y a des mecs qui tentent des choses. Mais là, très clairement, tu vas pas me faire croire que là, il pouvait pas tenter d'attaquer à un moment. C'est vrai que c'est vraiment du cyclisme tristoun quand même que pratique Henrik Mas. Et c'est vrai que sur toute la semaine, en gros, Henrik Mas fait 3 de ce Tour de Catalogne, hein, je crois, de tête. Voilà, il fait 3, sauf qu'on ne l'a pas vu de la semaine. Quasiment, hein, on ne l'a pas vu. C'est quand même triste qu'un coureur qui fasse 3e d'un grand tour, dans 2 semaines, on s'en souviendra pas. Enfin, d'un grand tour, d'une course par étape, pardon, mais dans 2 semaines, on se souviendra déjà plus de ce qu'a fait Henrik Mas. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment ça tout le temps avec Henrik Mas. C'est-à-dire, c'est un coureur dont on se souvient jamais. L'héritage d'Henrik Mas dans le cyclisme, parce qu'il a quand même 30 balais, Henrik Mas. Un truc comme ça.
Bah, il a 30 ans. Donc Enric Mas, peut-être que dans 3 ou 4 ans, il va prendre sa retraite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retiendra de la carrière d'Enric Mas? Alors peut-être qu'en Espagne, on se souviendra un peu plus de lui, mais en France, qu'est-ce qu'on retiendra de la carrière d'Enric Mas? Bah, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose du tout. Il a 6 victoires chez les pros. Hein. Donc ouais, non, on aimerait un coureur plus offensif, plus efficace, mais c'est à chaque fois la même chose avec lui, c'est-à-dire il suit. Bon, voilà. Il y a un moment, on aimerait une attaque, mais l'attaque, je pense, n'arrivera jamais dans la carrière du coureur espagnol. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Et on commence avec le classement de l'étape. Victoire donc de Primoz Roglic devant Laurens de Plus dans un groupe avec Lennart Van Eetvelt. Mais c'est vrai que sur un parcours comme ça, Lennart Van Eetvelt est toujours très fort. Dorian Godon 4e devant Sylvain Moniquet. Et puis on retrouve Fortunato Strong, Yates, Axel Laurence et Rudy Mollard qui complètent le top 10 du côté du maillot jaune, enfin du maillot de meilleur leader. Du classement général, on va y arriver. Donc Primoz Roglic qui s'impose avec 28 secondes sur Juan Ayuso. 3e Enric Mas, Landa 4, Lenny Martinez 5 du côté de cette semaine. Et puis Laurens de Plus donc, qui finit devant Egan Bernal, c'est à le souligner. Van Eetvelt 8 devant Yates et Carapaz. Du côté du classement par points, eh bien c'est Roglic qui s'impose avec les points du côté de la victoire. Là aussi, Juan Ayuso a perdu. 34 contre 25 points. Ethan Vernon, lui, avait abandonné samedi, comme Matthew Brennan. Donc ces deux coureurs-là, qui avaient des points au classement, ont disparu. Donc on retrouve Quinn Simons qui a remporté l'étape de samedi, Ethan Vernon et Pavel Bittner. Du côté du classement de la montagne, eh bien Bruno Armirail était en tête de ce classement, mais n'a pas réussi à marquer de points lors de cette dernière étape. Et donc c'est Primoz Roglic qui s'impose à égalité avec Mats Wenzel qui lui avait fait un gros premier passage du côté de Montjuic, ce qui lui avait permis de passer devant Bruno Armirail. Du côté du maillot blanc, eh bien c'est Juan Ayuso qui s'impose devant Lenny Martinez et Richie Tello 3e devant Junior Le Serre et Giulio Pellizzari. Le classement par équipe est quant à lui remporté par la Visma, même si l'équipe a été très discrète cette semaine, devant Astana, Red Bull, Ineos et UAE. Première équipe française Décathlon, 8e du côté de cette semaine de compétition. Et la Picnic a quand même réussi la performance de finir derrière à Euskaltel. Là, il est quand même pas mal, parce que bon, à Euskaltel, on ne peut pas dire qu'en ce moment ça soit excellent. Finir derrière Euskaltel au classement par équipe, quand même oui, une sacrée performance de la part de la Picnic post-Tenel. Je sais pas si vous avez vu, tiens, en passant du côté de la Picnic post-Tenel, Fabio Jacobson qui va se faire opérer au niveau de l'artère iliaque. Il a le même problème que qu'avait eu Pauline Ferrand-Prévot. Donc voilà, un problème au niveau du sang et au niveau de l'artère iliaque, enfin de ce que j'ai compris. Donc il va être absent pendant une longue période, Fabio Jacobson. Donc on verra s'il arrivera à revenir du côté du coureur néerlandais de cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!